Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les chiffres étaient très attendus. Le taux de chômage pour le premier trimestre 2025 vient d'être publié par l'INSEE, 7,4%. Chiffre qu'on analyse avec vous ce matin. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1, 7,4%. C'est 0,1 point de plus que la dernière fois. Malgré les inquiétudes exprimées ce matin dans la presse par Patrick Martin, le président du MEDEF, les destructions d'emplois ne sont finalement pas si visibles que ça, Baptiste. Oui, avec une croissance ralentie, le chômage ne s'envole pas. En tout cas, pas encore. Vous l'avez dit, taux de chômage à 7,4% au premier trimestre donc. Ça correspond à une augmentation de 64 000 personnes qui se retrouvent sans emploi par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. La France en dénombre au total 2,4 millions. Ça fait maintenant 1 an et demi que notre taux de chômage fait le yo-yo autour de 7,4%. Et ce, alors que les annonces de destruction d'emplois sont de retour. La dernière en date, vous le savez, chez ArcelorMittal. Les prévisions restent pessimistes avec un taux de chômage autour de 8% à la fin de cette année. C'est dans la lignée de ce que dit le patron des patrons, Patrick Martin, dans Le Figaro ce matin. 84% des adhérents du MEDEF sont inquiets ou pessimistes, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la crise sanitaire. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. À Rillieux-la-Pape, dans le Rhône, un climat de violence sévit depuis une semaine. Des groupes de jeunes délinquants ont manifestement décidé de tout casser. Casser du flic, casser du matériel urbain, poubelles, caméras, voitures de police. Depuis une semaine, ils sont une dizaine, cagoulés, vêtus de noir, à multiplier les violences. Guet-apens pour piéger les forces de l'ordre, jet de cocktails Molotov sur le commissariat. 10 interpellations ont déjà eu lieu, des jeunes dont le plus âgé a seulement 17 ans, pas encore sorti de l'enfance, mais déjà à pieds joints dans la délinquance. Le reportage de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. 11 ans, c'est l'âge du plus jeune des mineurs interpellés après une série de violences urbaines dans la commune, un chiffre qui choque les habitants. Qu'est-ce que les enfants font dehors le soir? C'est toujours la même question. À 11 ans, les enfants doivent être chez eux. J'ai jamais vu ça. Jamais on a manqué de respect aux forces de l'ordre. Face à ces violences impliquant des enfants de plus en plus jeunes, les riverains s'interrogent sur la responsabilité des parents. Je pense que les parents ont quand même leur rôle à jouer. C'est vraiment un laisser-aller des parents. Des fois, les parents sont dépassés. Les enfants deviennent de plus en plus violents, de plus en plus agressifs. Des mineurs qui sont de plus en plus impliqués dans les violences urbaines en France, indique Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Ces jeunes sont déresponsabilisés, réfractaires à toute autorité, et c'est en ce sens qu'il faut absolument responsabiliser les parents par des mesures qui peuvent être d'ordre financier, comme des amendes, qui peuvent être la suppression ou la diminution d'aides sociales. Le maire Alexandre Vincendé va convoquer les parents des mises en cause afin de leur proposer un accompagnement parental. En cas de refus, il souhaite suspendre les aides municipales et en cas de condamnation judiciaire, engager une procédure d'expulsion de leur logement social. Rillieux-la-Pape, Noémie Loisel, Europe 1. Et pour l'heure, certains de ces jeunes violents sont toujours en fuite, notamment ceux qui s'en sont pris au commissariat de la ville mardi soir. Et à un niveau supérieur du spectre de la délinquance qui mine notre société. Ces derniers mois, on assiste à un retour des kidnappings avec demande de rançon. Dans le viseur des malfaiteurs, les manias de la crypto-monnaie et leurs familles. Lundi matin, à Paris, la fille et le petit-fils d'un patron de la crypto ont subi une tentative d'enlèvement en pleine rue, sauvée in extremis par l'intervention de voisins. Une pratique qui n'a rien de nouveau, comme l'expliquait ce matin sur Europe 1 Frédéric Ploquin, grand reporter spécialiste du grand banditisme et du narcotrafic. Ce type d'enlèvement se pratique de manière extrêmement régulière dans le milieu du narcotrafic. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas payer sa dette, quelqu'un qui en a escroqué un autre, un rival qu'on veut, etc. Donc on les enlève de cette façon-là. Tout d'un coup, ce qui nous frappe aujourd'hui, ce pourquoi on en parle, c'est que ça sort des quartiers où ça se passe. Alors pourquoi ils ciblent les entrepreneurs de la crypto-monnaie? Ça me fait penser un petit peu à Marseille. Vous savez, récemment, ces narcotrafiquants s'en sont attaqués aux rappeurs. Il y avait une espèce de proximité entre les rappeurs. Ils avaient grandi dans les mêmes quartiers. Et là, les entrepreneurs en crypto-monnaie, ils les connaissent parce qu'il y a quand même, il faut le rappeler, une partie de l'argent de la drogue qui est blanchi dans la crypto-monnaie. Donc, en fait, ils n'ignorent pas ce que c'est. Frédéric Ploquin, invité d'Europe 1 matin à 7h10, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Notez que la société de crypto-monnaie Paymium réclame des mesures immédiates pour sécuriser les acteurs du secteur. C'est la famille du PDG de cette société qui était visée mardi. Tout à fait. Bruno Retailleau reçoit ce matin plusieurs entrepreneurs issus du monde de la crypto-monnaie. Le ministre de l'Intérieur qui a décidément fort à faire puisqu'il vit aujourd'hui ses dernières heures de campagne pour la présidence des Républicains. Et ce soir minuit, ce sera fini. Début des votes demain 18h. Les près de 122 000 adhérents LR auront comme autre choix Laurent Wauquiez. C'est moins un choix entre deux personnalités qu'entre deux visions de l'avenir de la droite, analyse ce matin le chef de file des députés LR dans le Figaro. Alexandre Chauveau, l'incertitude est totale. Ce qui est sûr en revanche, c'est que cette élection bouscule déjà la prochaine présidentielle.
Après 3 mois de campagne, les 2 candidats achèvent leur tournée des fédérations ce soir, à domicile dans la métropole lyonnaise pour Laurent Wauquiez, à Nîmes dans le Gard pour Bruno Retailleau. L'occasion de marteler une dernière fois ses arguments, l'indépendance totale de la droite face au macronisme pour l'un, l'utilité d'être au gouvernement pour peser sur les orientations du pays pour l'autre. Tous deux se rêvent en tout cas en champion de leur camp pour 2027, mais leur stratégie pour conquérir le parti aura différé. Des salles pleines dans une 50aine de départements pour Bruno Retailleau, surfant sur sa notoriété de ministre. Un méticuleux quadrillage du territoire pour Laurent Wauquiez, avec une campagne démarrée plus tôt et près de 110 déplacements. Le vainqueur, connu dimanche, sera à la tête d'un parti revivifié par plus de 75 000 nouveaux adhérents. De quoi construire une alternative pour la prochaine présidentielle et bousculer l'offre à droite, représentée jusqu'ici par Édouard Philippe, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Emmanuel Macron et le pape François ont échangé hier pour la première fois. Un échange sur la paix durable en Ukraine et à Gaza, selon le chef de l'État. Nous partageons l'ambition de concilier lutte contre la pauvreté et protection de la planète, a ajouté Emmanuel Macron sur X. Un entretien qui intervient à quelques jours de la première messe publique du nouveau souverain pontife. Ce sera dimanche. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, où on s'attend encore à voir une foule de fidèles sur la place Saint-Pierre. Cette messe inaugurale du pape Léon XIV promet d'être un événement monumental, Frédéric. Oui, et tard hier soir, chasuble jaune sur le dos, plusieurs dizaines de techniciens ont déplacé, porté, installé de lourdes barrières. Ils ont travaillé durant de longues heures face à la basilique Saint-Pierre, plongée dans la nuit romaine. Nous préparons les espaces pour les spectateurs et le public de 200 000 personnes environ, avec l'intronisation du nouveau pontife. Une nouvelle fois, le dispositif de sécurité sera hors norme, mais les Italiens ont l'habitude de ces événements gigantesques. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont annoncés. François Bayrou représentera la France, c'est la tradition pour les messes d'intronisation. C'est le Premier ministre qui se déplace. On ignore si une rencontre est prévue avec le pape. Et puis cette semaine, le secret de service a été aperçu en repérage. Cette journaliste de la Rai Info enchaîne les directs place Saint-Pierre. La Maison-Blanche a confirmé la présence du vice-président américain Vance. 250 000 personnes sont attendues ici, à Saint-Pierre. Il y a aussi le jubilé ce week-end. Les confréries arriveront du monde entier. Ce sera donc certainement une belle image que nous verrons. Le pape qui pourrait faire dimanche son premier bain de foule en papamobile sur cette place Saint-Pierre qui ce matin se remplit tout doucement de touristes. Merci beaucoup Frédéric Michel en direct de Rome pour Europe 1. Et les appels à la paix du pape depuis son élection résonnent très fort à Paris en ce moment où s'est ouvert cette semaine une exposition consacrée au mur de Berlin. À voir jusqu'au 28 septembre à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Pendant 28 ans, de 1961 à 89, ce mur a séparé une ville, une nation, des familles en 2 blocs minés par la guerre froide. C'est cette division du monde que met en lumière l'exposition parisienne. Un regard sur le passé qui fait furieusement écho au présent. Reportage Mathis Lang. Avant même d'entrer, le visiteur fait face à un bout du mur de Berlin placé devant le musée. Plusieurs mètres de long, 3,50 mètres de hauteur et un béton usé par le temps. Luis Ferrero, directeur de Musealia, qui a co-créé l'exposition. Je pense qu'il y a un message dans ces fragments de mur. Cette exposition a pour but d'interpréter cette voix que le mur transmet. Avant la chute du mur, le 9 novembre 1989, 2 mondes se sont opposés et les 200 objets exposés sont là pour en témoigner, comme une maquette d'un appartement moderne représentant la vie à l'ouest en opposition à celle de l'est. Ici, on peut voir 2 visions opposées entre les 2 systèmes. Il s'agit de quelque chose de tangible, c'est-à-dire où l'on vivait ou encore comment on vivait dans un appartement. Et si ces divisions de la guerre froide semblent aujourd'hui bien loin, elles font pourtant écho au monde actuel. Il y a des divisions nationalistes, religieuses, économiques. On ne peut pas dire que l'on vit dans le même monde qu'à l'époque, mais il est fragmenté. Justement, l'exposition amène le spectateur lui-même à se poser la question. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous divise? Peut-on lire à la sortie? Mathis Lang. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. À suivre sur Europe 1 à partir de 8h30, vos signatures du vendredi. On retrouvera Catherine Ney et Eugénie Bastier qui nous parlera de la liberté d'expression ce matin. En danger selon The Economist, en tout cas en Europe.